à la CNIL, j'étais expert technique à la CNIL et donc depuis 2015, j'ai fondé un cabinet d'expertise qui s'appelle Privacy Impact. On réalise des missions d'audit, d'analyse d'impact, de l'accompagnement et du DPO externe. Alors, je vous propose durant cette heure, avant d'aller déjeuner, de évoquer la recommandation. Qu'est-ce que c'est en fait une recommandation sur les mots de passe? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une modification qui a été faite? Et ensuite, quels sont les tenants et les aboutissants de cette modification? Si vous avez des questions à nous poser n'hésitez pas à le faire sur le chat que vous retrouverez à droite en bas de votre écran. Euh, et puis, euh, voilà, nous prendrons le temps aussi en fin de webinaire pour répondre à vos questions sur ce point. Alors, premier sujet, une recommandation sur les mots de passe. La recommandation, pourquoi est-ce que, déjà, on peut se poser la question du mot de passe. Pourquoi est-ce que les mots de passe, justement, ça fait l'objet d'une recommandation de la CNIL? Pourquoi c'est quelque chose d'important? Ce qu'il faut savoir, c'est que le RGPD, le règlement général sur la protection des données impose à tout organisme qui met en œuvre des traitements de données à caractère personnel de mettre en œuvre des mesures techniques organisationnelles appropriées au risque, donc spécifiques sur notamment la sécurité des données. C'est des dispositions, des articles 5 et 32 du RGPD qui vont euh, apprécier, donc apporter cette obligation, donc pour tout organisme qui met en œuvre des traitements. Et donc le mot de passe, c'est le moyen, je dirais, le plus courant, le plus couramment utilisé aujourd'hui pour pouvoir assurer donc une sécurisation de ces traitements. C'est pour ça que la CNIL est allée aussi donc apporter de l'éclairage sur ce sujet, puisque effectivement dans son rôle de régulateur, de conseil aussi auprès des organismes, et elle amène de la doctrine sur ce sujet. La recommandation, ce qu'il faut le voir, c'est que c'est un instrument de droit souple, c'est-à-dire que c'est pas les mots de passe, l'obligation de mettre un mot de passe n'est pas écrite directement dans le RGPD ou dans un texte de loi. Par contre, c'est donc une pratique, un moyen de sécurisation, et c'est pour ça que la CNIL, dans une recommandation, c'est un instrument qui lui permet notamment d'établir des lignes directrices un peu à destination des organismes. C'est une possibilité qu'elle a dans la loi informatique et liberté, l'article 8. Notamment, l'objectif, ça va être pour la CNIL d'apporter un référentiel, en fait, un référentiel de technique. On va le voir que c'est assez technique, donc pour justement apporter un niveau de sécurité qu'elle va considérer, elle, minimal pour protéger les informations, protéger les données personnelles. Donc, c'est une recommandation, c'est un éclairage pertinent pour évaluer les risques, mais c'est aussi un éclairage qui permet de déterminer le fameux état de l'art en matière de sécurité. Vous savez que la matière de la sécurité, ça évolue constamment, et donc c'est pour ça aussi que derrière l'état de l'art, eh bien, n'est jamais figé et que les recommandations techniques peuvent évoluer. Hein, c'est vraiment quelque chose d'assez très courant dans le cas de la sécurité informatique. C'est important de rappeler que c'est un instrument de droit souple. Et pourquoi c'est important? Parce que ça avait été soulevé aussi dans une décision de sanction contre Infogreffe notamment, qui avait été rendue récemment donc par la CNIL, où Infogreffe, les avocats d'Infogreffe avaient soulevé le fait que dans le manquement à la sécurité, eh bien, il s'agissait d'une recommandation et non pas d'une obligation stricto sensu. Ce à quoi la CNIL a répondu effectivement que malgré le fait que ce ne soit pas une obligation stricto sensu inscrite dans le RGPD, la recommandation constitue justement cet éclairage et l'état de l'art. Et donc, de facto, il faut pouvoir donc s'y conformer. Voilà. C'est une Oui, sanction infogreffe qui est très intéressante. Je crois que Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose oui. dessus. Sur le plan technique, la CNIL a ajouté dans sa décision, notamment dans la décision qui est publiée sur Légifrance, des indications très précises concernant les défauts de conformité. Il s'agissait essentiellement d'une robustesse insuffisante des mots de passe, parce que les mots de passe étaient de 8 caractères au maximum et il n'y avait pas de complexité spécifique, c'est-à-dire il n'était pas obligatoirement, euh, on n'était pas obligé lors de la constitution d'un mot de passe de mettre des minuscules, des majuscules et des chiffres.
on pouvait mettre un mot de passe qui pouvait être un mot simple de 8 caractères maximum, sans, donc par exemple que en minuscules. Et cela, c'était clairement insuffisant parce que notamment l'utilisation d'un mot de passe lorsqu'il est très court ou lorsqu'il est très simple et qu'on n'impose pas de catégorie spécifique de caractères, et si on n'ajoute pas des mesures de sécurité complémentaires, dans ce cas-là, il est possible par des attaquants, par des tiers non autorisés, de réaliser des attaques de type force brute, c'est-à-dire de faire des tests, de tester toutes les possibilités de mots de passe ou par dictionnaire, puisque en utilisant par exemple que des minuscules, pour chaque caractère, on a un choix parmi les 26 lettres. Et donc, on peut, par force brute, de faire pour chacun des caractères les 26 possibilités donc, puissance 2 de caractères, etc. Donc, 26 puissance 8, les 26 possibilités sur chacun des caractères. Donc, c'est également des approches par dictionnaire en utilisant des mots et des listes de mots de passe qui sont les plus utilisés. Et les attaquants vont tester successivement et de façon systématique l'ensemble des mots de passe dont ils soupçonnent qui sont appliqués. Et donc, pour permettre une compromission, c'est-à-dire une perte de la confidentialité des comptes qui sont associés à ces mots de passe et de toutes les données qui sont accessibles. Alors, et dans ce cas-là, donc la CNIL a considéré, mais c'était déjà le cas dans sa recommandation de 2017, que les 8 caractères sans complexité, c'était insuffisant. Et il y a un deuxième aspect technique qui est que les mots de passe étaient transmis en clair par email. C'est-à-dire, on ne se souvenait plus de son mot de passe, et bien, le mot de passe était renvoyé en clair par email. Et il y a même eu, donc, l'origine du contrôle d'Infogreffe, c'était une plainte parce que le plaignant avait téléphoné au service Infogreffe en disant voilà, j'ai perdu mon mot de passe, je m'en souviens plus, etc. Et en indiquant juste son identité, la personne au téléphone lui a rappelé le mot de passe. Donc, ça voulait dire que le mot de passe était conservé en clair dans la base de données, y compris les questions-réponses secrètes pour la réinitialisation des mots de passe. Et la CNIL indique bien que la transmission d'un mot de passe qui n'est ni temporaire ni à usage unique, en clair, et dont le renouvellement n'est pas imposé, dans ce cas-là, il est immédiatement utilisable par un tiers, donc toujours un attaquant, qui a un accès au message qu'il contient, donc l'email en l'occurrence. Et à ce titre, la formation restreinte a rappelé juste une simple erreur de manipulation peut conduire, par exemple, on envoie un email à la mauvaise personne, c'est divulguer à des destinataires non habilités des données personnelles qui sont vraiment très confidentielles, là en l'occurrence le mot de passe, et que c'est une véritable atteinte au droit à la vie privée. Mmh. Et enfin, il n'y avait aucun dispositif pour alerter l'utilisateur d'origine en cas de modification, et donc il n'y avait aucune protection contre les tentatives d'usurpation du compte. Mmh. Vous l'aurez compris, hein, Mathieu, c'est l'expert technique sur le sujet et donc c'est une bonne introduction à la matière parce que on va voir que, dans cette recommandation, il y a des aspects quand même maintenant un peu plus techniques à comprendre, sur justement, ce sujet. Donc la décision Infogreffe, ça, je vous invite à aller la lire si vous voulez aller la regarder parce qu'elle a effectivement un éclairage intéressant sur de ce point de vue-là et essentiellement sur les points techniques que Mathieu a dit à l'instant. Alors maintenant, on a une recommandation. Pourquoi est-ce que, en 2022, la CNIL a fait une mise à jour? Pourquoi est-ce que, la CNIL avait une première recommandation qui était datée de 2017, déjà et puis maintenant 5 ans après, une nouvelle recommandation apparaît. Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans le cheminement, il y avait, un autre organisme, institutionnel donc, dans l'État français qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui fait aussi office de référence en matière de sécurité qui a publié une recommandation technique à travers un guide, notamment sur l'authentification dans les systèmes. Elle a publié ce guide en 2021 et d'ailleurs dans ce guide, la CNIL annonçait clairement qu'elle mettrait à jour sa recommandation, donc courant 2022, ce qu'elle a fait donc avec celle qui est le sujet de notre webinaire. Alors l'ANSSI amenait une recommandation aussi avec des, des recommandations principales, donc notamment la question de l'analyse de risque à chaque fois qu'on met en place des moyens d'authentification, privilégier l'authentification multifacteur,
obtenir aussi, donc utiliser plutôt un coffre-fort de mots de passe. Et en tout cas, ce qui va être très, très important, c'est que on voit bien que les orientations de recommandations de sécurité font toujours qu'on doit ajuster aujourd'hui la robustesse d'un mot de passe par rapport à son contexte et par rapport au risque donc qu'il présente. Ça va vraiment être un peu la clé de lecture aussi de ces nouvelles recommandations. Donc la CNIL aussi a identifié, pour mettre à jour sa recommandation, des nouveaux facteurs donc de risque qui sont apparus, qui l'ont poussé aussi à mettre à jour cette recommandation. D'une part, aujourd'hui, des facteurs de risque sont identifiés, ça va être le premier de la simplicité du mot de passe. Aujourd'hui, de nombreux mots de passe, eh bien, on se rend compte que les utilisateurs conservent malgré tout des habitudes très humaines de simplifier au maximum et de simplicité de ces mots de passe. Donc, derrière, on va avoir des complications puisque aujourd'hui, les attaquants arrivent de plus en plus à utiliser les mots de passe des utilisateurs par leur simplicité. L'écoute sur le réseau afin de collecter des mots de passe transmis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les possibilités qui existaient déjà, mais se multiplient aussi sur ces possibilités-là. On voit bien que les écoutes sur le réseau, c'est quand vous passez, par exemple, dans des réseaux Wi-Fi publics. Vous êtes dans le train, vous êtes à l'hôtel, etc. Vous êtes dans un café. Vous pouvez effectivement avoir des problématiques de collecte de mots de passe si il est transmis de manière non sécurisée. Et Mathieu l'évoquait tout à l'heure, la conservation en clair du mot de passe, encore des pratiques qui ne conviennent pas aujourd'hui, qui sont importantes. Et également la faiblesse de ces modalités de renouvellement en cas d'oubli. On voit bien aujourd'hui, souvent, beaucoup de gens pratiquent aussi donc de ne pas connaître le mot de passe, mais de refaire une réinitialisation à chaque fois du mot de passe. Et les cas des questions secrètes, eh bien parfois ces questions secrètes peuvent être assez facilement devinables, ou en tout cas avoir retrouvé des niveaux de faiblesse qui vont faire en sorte que finalement les risques que le mot de passe soit découvert, que le secret ne soit plus un secret, eh bien vont être aujourd'hui décuplés. Alors, j'aimerais ajouter que sur le plan technique, il y a beaucoup de protocoles de transmission de données sur Internet qui ont été conçus à une époque où il y avait beaucoup moins de personnes donc présentes sur Internet. L'Internet était beaucoup moins développé et donc il n'y avait pas tous les aspects de sécurité qui sont nécessaires aujourd'hui qui étaient intégrés par défaut dans ces protocoles. C'est le cas du HTTP qui a été créé au début des années 90 et qui a donné lieu au HTTPS version sécurisée et que maintenant on préconise d'utiliser pour tous les sites web. Donc, la transmission d'un mot de passe à travers un site web, ça doit se faire en HTTPS. Or, il n'y a pas d'équivalent pour l'email, ou en tout cas c'est très compliqué. On demande à mettre des clés cryptographiques en place, ou alors il faut installer des webmails qui passent par ce fameux HTTPS, ce genre de choses. C'est pour cette raison que l'envoi d'un mot de passe par email, c'est quelque chose qui est particulièrement sensible. Et également, le cas des questions secrètes, à travers ces dernières années, il y a eu des attaques de type ingénierie sociale où les attaquants vont chercher à connaître le profil de leur cible, par exemple à travers les réseaux sociaux, pour connaître par exemple le nom de leur chien, le nom de famille de leurs parents, le prénom des enfants, ce genre de choses, pour pouvoir répondre par la suite à des questions secrètes. Donc, il est important d'être attentif à tous ces aspects-là également. Mm. Et donc ces nouveaux facteurs de risque euh, ont eu comme conséquence, et on le voit bien, ça en fait souvent l'actualité, du fait qu'il y a de nombreuses compromissions de bases de données de mots de passe. Hein, on voit qu'aujourd'hui, le nombre de piratages, on en parle de plus en plus, mais c'est aussi parce que il y en a aussi de plus en plus, parce que les choses sont plus faciles, parce que les mots de passe, finalement, peut-être qu'il y a une certaine lassitude aussi des utilisateurs. On voit que c'est quelque chose aussi, et on va y revenir, qui fait que les utilisateurs, avec peut-être les règles qui avaient été posées depuis 2017, finalement ont des automatismes qui font que c'est plus facilement aujourd'hui devinable le mot de passe. La CNIL aussi a un élément très factuel. Elle rappelle que 60% des notifications qu'elle reçoit, dans le cadre notamment des notifications des violations de données, donc une obligation du RGPD que tout organisme notifie donc à la CNIL les incidents de sécurité qui conduisent à des violations de données personnelles, sont liés notamment au piratage
donc des mots de passe, et donc qu'un grand nombre aurait pu être évité si jamais des bonnes pratiques en matière de mots de passe avaient été mises en place. Donc, c'est des éléments ici qui ont poussé la CNIL à aller un peu plus loin, et donc notamment à redéfinir un objectif de sécurité minimale. Pourquoi? Pour apporter toujours plus de confiance dans les services numériques, on le voit bien. Aujourd'hui, le fait de ne pas, savoir que mon mot de passe est potentiellement mal sécurisé par l'organisme, et que derrière les données que je vais lui confier ou qu'il traite à mon égard, eh bien, ne seront pas confidentielles, c'est-à-dire que ne seront pas entre lui et moi. Eh bien, effectivement, on va voir ici que la confiance peut en être, donc, atteinte. Et puis, redéfinir des objectifs, des exigences techniques, organisationnelles minimales pour justement remettre un peu à l'état de l'art au niveau par rapport à ces mots de passe et à ces secrets. Donc l'objectif véritablement de cette nouvelle recommandation, c'est finalement de se remettre à niveau et de rappeler que derrière, le mot de passe, malgré tout, c'est encore l'un des moyens les plus utilisés pour sécuriser donc les accès à des données à caractère personnel, et que c'est l'un des objets les plus facilement et les plus aisément attaquables. Donc, il faut pouvoir relever le niveau. Voilà. Des évolutions importantes ont été apportées justement dans cette nouvelle recommandation. Vous voyez, j'ai fait un lapsus. Recommandation. Donc il y a un certain nombre de nouvelles évolutions qu'on va pouvoir maintenant passer en revue. La première, la plus importante et celle qui fait finalement beaucoup parler, c'est justement, l'exigence de complexité maintenant des mots de passe. Donc je vais laisser Mathieu en parler, mais qui passe maintenant par un nouveau système, un mot un peu barbare, qu'il va peut-être falloir maintenant un peu plus s'approprier, qui est le mot de l'entropie. Alors, l'entropie, c'est lié, donc l'entropie, c'est une valeur, et cette valeur est liée au champ des possibles de création d'un mot de passe. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un mot de passe de 2 caractères, le nombre de possibilités sur ces 2 caractères est moins important que si on prend un mot de passe à 8 caractères. Et de la même manière, lorsqu'on prend uniquement les minuscules, ou si on rajoute la possibilité d'avoir des minuscules ou des majuscules ou des chiffres ou des caractères spéciaux, le champ des possibles est beaucoup plus grand. Donc l'entropie, c'est une manière de calculer l'ensemble du champ des possibles sur cette fameuse création de mots de passe. Donc l'entropie est très liée également à la devinabilité, et ça, on va revenir là-dessus, sur la devinabilité du mot de passe. C'est que l'entropie idéale, c'est la génération aléatoire d'un mot de passe parmi tout le champ de possibles. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de biais sur, par exemple, on aurait envie de prendre un mot et on va légèrement transformer ce mot en changeant une à deux lettres par un chiffre ou un caractère spécial. Mais dans ce cas-là, il y a des approches qui sont des approches par attaque par dictionnaire ou des approches par attaque par règle, qui vont automatiquement, lorsque l'attaquant va vouloir deviner le mot de passe, il va automatiquement faire lui-même cette transformation de caractère. Donc l'entropie, il y a cette notion d'aléatoire qui fait qu'on ne va pas pouvoir redéterminer par des règles ou par des dictionnaires facilement un mot de passe. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui un peu un changement d'orientation dans la recommandation de la CNIL. Et on voit que pour répondre justement à ces nouveaux risques, et puis pour répondre aussi à ces nouvelles exigences qui sont aussi posées par l'ANSSI, d'adapter sa politique de mot de passe, donc de complexité, de robustesse des mots de passe par rapport au risque qui va être présenté, par rapport au contexte. Et donc, le niveau d'entropie, ça va être un moyen, voilà, d'essayer de pouvoir identifier la robustesse de ce mot de passe. Alors, la CNIL apporte un certain nombre de caractéristiques, d'exemples aussi, d'éléments utiles pour pouvoir comprendre ce qu'il en est, notamment un minimal générique. Il y a aussi des outils qui vont permettre donc de calculer aussi la robustesse d'un mot de passe par rapport à ce qu'on va exiger. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la CNIL, dans sa précédente recommandation, euh, portait des exigences de complexité bien définies, hein, sur justement les mots de passe. Il y avait plusieurs niveaux
de mots de passe selon les contextes d'utilisation qui étaient définis dans la recommandation. Et puis, vous aviez pour le premier niveau, par exemple, une exigence minimale qui était de 8 caractères avec 3 types de caractères parmi les champs proposés par votre clavier d'ordinateur. Eh bien, vous avez aujourd'hui ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on va vous demander, ce n'est plus d'avoir une règle très fixe, très figée. Ça va être plutôt de parler justement de ce niveau d'entreprise, d'avoir aussi un niveau de robustesse par rapport à un calcul d'entropie. Voilà. Et là, aujourd'hui, ce calcul d'entropie, donc ce que disait Mathieu tout à l'heure, par rapport justement à ce degré de devinabilité du mot de passe en fonction de tout un tas de caractéristiques, et bien, il est calculé de manière informatique, voilà, en bits, hein, une unité de mesure. Alors, il y a un minimal générique aujourd'hui qui est posé à 80 bits. Et je laisse Mathieu un peu détailler sur ce point-là. Et en particulier, la CNIL a apporté des exemples justement pour essayer d'apporter des solutions un peu pratico-pratiques pour savoir finalement à quoi ça va correspondre un minimal générique de 80 bits. Donc là, sans rentrer vraiment sur pas à pas sur le détail de la calculette, cette notion de 88, elle est liée au nombre de caractères possibles et on fait un log de 2 de ce nombre de caractères possibles qu'on va multiplier derrière par la taille, du mot de passe. Et donc, ça donne dans ce champ des possibles, ça donne une notion de devinabilité. Toutefois, la CNIL, dans sa recommandation, elle ajoute que non seulement il faut tenir compte de cette complexité formelle, mais également qu'il est nécessaire d'évaluer dynamiquement la résistance du mot de passe qui est choisi. Et cette résistance, elle est liée à tout plein d'aspects. Elle est liée culturellement, elle est liée à la langue que l'on va utiliser. Par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si on va prendre un mot de la langue française qu'on va légèrement transformer, euh, cette, cette, euh, cette valeur de robustesse dynamique ne sera pas la même en fonction de la langue utilisée par la personne. Donc en français, par exemple, on va utiliser des accents, donc on sera plus enclin à utiliser dans le champ des possibles des lettres accentuées, ce qui est beaucoup moins le cas dans le domaine si, par exemple, les personnes sont issues d'origine anglo-saxonne. Et donc, la littérature recommande une résistance aux attaques minimale de 10 puissance 14 et 16. C'est-à-dire qu'il faut soi-même, donc lorsqu'on est un organisme un peu conséquent avec un- une activité technique, donc il faut être en capacité soi-même, et la CNIL donne des outils pour pouvoir soi-même pouvoir faire ses propres calculs. Et à ces calculs, il faut rajouter il faut mettre à l'épreuve la robustesse des mots de passe à travers une approche par dictionnaire. La CNIL considère que c'est vraiment la méthode la plus fiable pour vérifier la complexité. Toutefois, elle indique également qu'en France, on n'a pas assez de recul pour déterminer vraiment exactement le niveau de résistance. Oui, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui donc dictionnaire encore de mots de passe, si je crois bien, sur notamment la littérature française. Hein, Mhm. ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des attaquants aujourd'hui dans le monde, c'est pas réservé au monde francophone. La plupart des attaques sophistiquées et des constitutions de bases de données de mots de passe, de dictionnaires de mots de passe, évidemment, sont en anglais, parce que c'est la majorité aussi des mots de passe utilisés dans le monde. Donc de ce point de vue-là, il y a aujourd'hui quelque chose qui est la CNIL, donc en tout cas qu'en France, on n'a pas forcément la connaissance pour le faire. Et c'est aussi pour ça qu'il faut arriver à donner des moyens pour pouvoir calculer cette robustesse. Alors, il y a des outils quand même qui sont mis à disposition. Hein. Voilà, vous avez le lien aussi dans le chat, qui va être notamment l'ANSSI, la CNIL ont mis à disposition des outils pour calculer cette robustesse d'un mot de passe à partir justement des différentes exigences que vous allez poser et puis, est-ce qu'on va rentrer dans la case minimale des 80 bits ou pas? Voilà. Alors, 3 exemples ici, hein, est-ce que ce mot de passe doit être composé d'un minimum 12 caractères? On voit que c'est ici, avec, dans ce cas-là, au moins les 4 caractères, les 4 types de caractères. On n'est plus sur les 3 types de caractères plus 8. On voit qu'on a fait quand même une évolution importante, de ce point de vue-là et ça va être
un exemple, et encore une fois, c'est un exemple qu'il est aussi utile de replacer dans un contexte par rapport aussi au risque qui va être présenté pour l'accès aux données derrière. Donc il ne faut pas oublier de se repositionner toujours par rapport au risque. On ne va pas avoir le même niveau de risque quand on va aller s'inscrire à un webinaire que quand on va aller s'inscrire sur son fichier de la banque ou des impôts. Ici, je vais laisser aussi Mathieu, je te laisserai un peu compléter, mais effectivement, dans ces recommandations, la CNIL aussi apporte, un peu des éléments sur étagère permettant d'avoir aussi, des solutions, plutôt claires en fonction du contexte d'utilisation. Et la plupart du temps, vous allez retrouver toujours le même mécanisme entre le mot de passe, mais le mot de passe, généralement, ne va pas être seul utilisé. Souvent, ce que l'on va avoir, c'est qu'on va avoir des mesures complémentaires. C'est déjà quelque chose qui existait préalablement, dans la précédente réglementation, sauf qu'aujourd'hui, on va voir que, eh bien, les mots de passe, on va plus caractériser ça par des chiffres et des nombres de caractères bien déterminés, mais par rapport à ce niveau d'entropie ici, avec les différentes mesures complémentaires qu'on va pouvoir voir ici dans ce tableau. Voilà, donc on n'est plus sur une taille minimale de mot de passe, mais sur une question de calcul d'entropie. Donc ça rentre également dans le cadre de l'accountability. Donc les mesures de sécurité, le responsable de traitement doit être en capacité de justifier que les mesures de sécurité sont adéquates pour protéger les données. Donc là, lorsque le mot de passe est seul, donc seul par exemple utilisé avec un login qui n'est pas dédié au service, mais qui est un login générique, comme par exemple l'utilisation de l'email. Donc la CNIL va considérer que le mot de passe est seul parce que l'email est déjà connu ou partagé entre différents services, ce qui peut être le cas de l'accès à un forum via un portail sécurisé ou l'accès à un blog. Et donc, l'entropie minimum est d'une taille de 80. Donc, là, c'est un chiffre, cette valeur. Et il faut vraiment justifier comment est-ce qu'on arrive à accéder à un minimum d'entropie de 80. Donc, une mesure complémentaire, c'est de sensibiliser les usagers et de conseiller l'utilisateur sur le choix du mot de passe. Donc, le deuxième niveau, la restriction d'accès, là où il y a des possibilités de bloquer après un nombre infructueux d'essais, donc une temporisation après plusieurs échecs ou un nombre maximal de tentatives et puis pouvoir bloquer temporairement l'accès au compte, l'utilisation d'un captcha à usage unique, toujours pour essayer de bloquer les attaques systématiques ou carrément le blocage du compte. Et là, comme on limite très fortement le nombre d'essais possibles en un temps donné, eh bien, cette entropie, elle peut diminuer. Donc, on peut avoir des mots de passe moins complexes, mais sous réserve de limiter fortement le nombre d'échecs. Et également, là, on revient sur des choses que la CNIL va préconiser très fortement parce qu'elle va dire qu'un mot de passe tout seul, c'est bien, mais que quand même, il y a l'usage de la double modalité possible, d'avoir donc ce que je sais, ce que je connais, le mot de passe, et ce que je possède, qui va être un matériel, type une carte bancaire ou un téléphone. Et auquel cas, l'entropie va amplement diminuer parce qu'il y aura un objet que je serai seul à posséder et qui viendra, en tant que mesure de sécurité, renforcer le dispositif. Hein, ce qu'il faut bien retenir, hein, c'est que on reste toujours sur ces niveaux-là, et là, je vous recommande vraiment d'aller voir, maintenant, de voir comment est-ce que ce niveau d'entropie par rapport à ma propre politique de mot de passe que je vais aller, faire soit dans mon outil, soit par rapport à mes mots de passe, eh bien, est-ce que, mon mes exigences respectent le minimum qui est indiqué ici? Si on voit par exemple, et l'outil de l'ANSSI ici est très, très utile pour ceci. Vous avez un mot de passe avec 8 caractères, 8 minimum, mais vous avez dans votre alphabet que vous proposez 70 symboles. Eh bien, vous voyez que vous arrivez à 49. Donc, on n'est pas
même si vous avez des mesures complémentaires, vous n'êtes pas dans le cas d'accès e-commerce, compte d'entreprise, webmail le plus répandu, hein. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si vous passez à 90, vous allez arriver à 52. Ce qu'il faut toujours aussi se dire, c'est que même si vous avez une possibilité multiple de mettre autant de caractères spéciaux sur votre clavier et que vous laissez la possibilité de le faire dans les champs mots de passe, euh, quand bien même, il faut aussi prendre en considération le fait que les utilisateurs eh bien, n'iront jamais véritablement aller chercher les caractères spéciaux les plus difficiles à trouver. Ils vont souvent mettre les mêmes, donc on va se retrouver généralement dans une position plus faible que l'on pourrait y penser. C'est pour ça que euh, eh bien, l'ANSSI ou la CNIL recommandent in fine de passer sur des longueurs minimales avec des longueurs minimales plus élevées que 8 caractères, avec même pour les cas d'accès les plus répandus, hein, donc pour des sites en compte d'entreprise, etc., etc. Ça, je vous laisserai aller regarder sur ce lien-là qui est très intéressant. Autre recommandation importante faite par la CNIL dans cette recommandation sur les mots de passe, quelque chose qu'elle ne faisait pas auparavant, c'est maintenant, elle demande à mettre en place une véritable politique de mots de passe. Alors, qu'est-ce que c'est la politique de mots de passe? C'est tout simplement, comme vous allez avoir une politique de sécurité des systèmes d'information, une politique interne de protection des données personnelles, c'est vous allez fixer des règles et vous allez les écrire. Et ces règles, ce sont des règles donc claires qui vont justement prendre en considération tous les éléments de la recommandation, donc la définition du nombre de caractères minimal éventuellement, du nombre de caractères acceptés, etc. Et puis des différentes exigences de mesures complémentaires, des exigences d'information, de sensibilisation des personnes, etc. que vous allez retrouver dans une politique, tout simplement un document avec un certain nombre de règles que vous allez aussi avoir pour charge de vérifier et donc d'appliquer. Voilà, cet élément-là fera partie directement de votre accountability, de votre documentation pour prouver votre respect du RGPD. Autre élément important, c'est également la notion de l'abandon, le renouvellement du mot de passe. Là, ça fait face aussi à des études qui ont été portées, notamment étudiées aussi avec attention par la CNIL, pour justement considérer que, eh bien, aujourd'hui, quand on renouvelle trop régulièrement le mot de passe, la tendance justement pour les utilisateurs, ça va être de changer une lettre dans son mot de passe. Voilà, on passe de 1 à 2, à 3, etc. Et donc finalement, on va voir ici que l'entropie, bah, elle n'est pas tellement intéressante. Donc, l'idée de cette recommandation, c'est pour le grand public, finalement, de ne pas imposer de renouvellement de mot de passe, mais plutôt de passer sur des mots de passe avec des entropies plus fortes, donc calculées différemment, mais par contre de maintenir cette exigence pour les comptes à privilèges. Pourquoi est-ce qu'on maintient ça pour les comptes à privilèges? Parce que la plupart des personnes donc qui vont avoir des comptes à privilèges, c'est donc comptes d'administration notamment pour accéder à des paramétrages avancés, notamment de configuration des mots de passe par exemple, eh bien ce sont des personnes généralement plus sensibilisées sur ce sujet et donc on peut imaginer que quand ils vont changer leur mot de passe, eh bien soit ils passeront par un coffre fort de mots de passe, soit eh bien ils ne changeront pas qu'une seule lettre. C'est aussi pour ça qu'il y a ces exigences qui ont été légèrement modifiées. Alors à ce titre, c'est vraiment un des principaux changements dans la doctrine de la CNIL, mais ça fait face à un principe de réalité, c'est-à-dire que effectivement, la majorité des usagers faisaient des variantes, de précédents mots de passe, ce qui fait que lorsqu'on avait un vieux mot de passe, et qui ne fonctionnait plus, donc un attaquant faisait un essai et ça fonctionnait pas, beh, il pouvait se dire: «Bon, bah, OK, je vais changer deux trois choses, dans ce mot de passe et voir si ça fonctionne» et pour pouvoir se prémunir de ces risques, les, donc les services en charge de l'administration du système d'information étaient obligés de mettre en place des parades, c'est-à-dire lors du renouvellement du mot de passe, faire en sorte de conserver une empreinte des anciens mots de passe pour être sûr que les nouveaux mots de passe ne soient pas trop proches des anciens. Et ça devenait extrêmement compliqué à gérer. Gérer sur une plage, par exemple, conserver les 5-6 anciens mots de passe pour pas que ça se rapproche, etc. Là, on oublie toutes ces règles qui pratiquement étaient très compliquées à mettre en œuvre et on dit, voilà, il faut qu'un mot de passe soit extrêmement robuste. Mais quand vous avez vos mots de passe robustes et qui est dédié au service que vous allez utiliser, vous pouvez le conserver.
Autre recommandation qui évolue dans cette recommandation-là, c'est la suppression, notamment de la possibilité d'avoir un mot de passe donc de 5 caractères, donc avec une information complémentaire, donc de la part de l'utilisateur. Aujourd'hui, la CNIL a supprimé cette possibilité, considérant qu'il s'agissait aujourd'hui d'une pratique qui était aujourd'hui considérée comme trop faible, donc par les organisations. Alors je ne pense pas que c'était beaucoup, beaucoup mis en place aujourd'hui. Il faut voir que la CNIL a bien conscience que parfois les choses ne sont pas si simples que ça à changer et donc elle sera aussi dans une démarche d'accompagnement donc pour la mise à jour de ces pratiques-là, sur la suppression et l'élévation du niveau de sécurité pour les mots de passe qui utilisaient cette possibilité-là. Alors, il y a une question, Ouais, concernant ça. Je reviens sur vas-y, cette vas-y. notion de renouvellement, parce qu'il y a une question autour de l'unicité des mots de passe, parce qu'il y a de plus en plus d'outils, qui vont centraliser un mot de passe à l'échelle, par exemple, d'un service interne, de l'intranet de l'entreprise et le même mot de passe, une fois qu'on aura, utiliser ce SSO, on aura accès à l'ensemble des services de l'entreprise parce que les mots de passe seront dupliqués automatiquement à travers les différents outils. Donc là, il est de la responsabilité de l'entreprise de vérifier le respect face à cette recommandation et de vérifier que l'usage d'un SSO, c'est-à-dire d'un outil de centralisation du mot de passe qui va permettre d'ouvrir toutes les portes d'accès aux différents outils, n'est pas un point de vulnérabilité. Pour continuer, d'autres éléments qui ont été modifiés et surtout plutôt une clarification. Aujourd'hui, il est très clairement posé que toute donc violation et donc tout incident de sécurité concernant les mots de passe, c'est-à-dire que vous avez des mots de passe qui ont fuité, ce doit être obligatoirement notifié à la CNIL dans les 72 heures. Aujourd'hui, il n'y a pas de question à se poser sur la question du risque, notamment est-ce que c'est un risque élevé ou pas, est-ce qu'il y a un risque existant sur ce sujet-là, vous notifiez et vous ne vous posez pas la question de ce point de vue-là. Autre élément qui a été aussi ajouté, l'obligation de journalisation. Aujourd'hui, la manipulation de ces secrets, notamment, doit être journalisée dans le cadre des recommandations de la CNIL sur la journalisation. Et donc, il doit y avoir aujourd'hui une conservation des traces, sans bien évidemment conserver les mots de passe dans la journalisation, ça va de soi, mais en tout cas, c'est des éléments qui ont été ajoutés pour des termes notamment de sécurisation et puis de remonter toujours donc des différents de l'historique de ce qui a pu se passer pour pouvoir justement vérifier refaire des enquêtes derrière. Et à ce titre, la CNIL rappelle bien que les mots de passe, c'est une donnée à caractère personnel en tant que telle. Donc non seulement lorsqu'il y a, un défaut de confidentialité sur ces mots de passe, il y a la notification et doit y avoir une certaine traçabilité sur la modification, les mises à jour, l'actualisation de ces mots de passe, mais qu'en plus, ce sont des données à caractère hautement confidentiel et donc, ce qui nécessite un stockage pas en clair. Les mots de passe ne doivent jamais être stockés en clair et notamment lorsque l'authentification a lieu sur un serveur distant, le mot de passe, il doit être transformé au moyen d'une fonction cryptographique qui est non réversible, qui doit être sûre et qui intègre, l'utilisation d'un sel, donc c'est-à-dire une clé qui va mélanger pour pas qu'on puisse reconstituer une fonction afin de redéterminer, de faire la fonction inverse et de redéterminer le mot de passe à travers cette empreinte qui va être stockée sur le serveur. Donc aujourd'hui, il y a des fonctions spécialisées qui permettent de répondre à ce besoin et qui sont citées par la CNIL comme script ou Argon 2. Et également, donc, les mots de passe ne doivent pas être conservés en clair, donc ils doivent être chiffrés. Ils doivent être, la fonction de chiffrement qui doit être utilisée doit être dédiée à cet usage par l'application d'un cell, parce que cette fonction ne peut pas être générique. Et en plus, et ça doit être stocké dans un endroit bien spécifique, type coffre-fort numérique. Mmh.
Alors, effectivement, hein, sur ces aspects plus techniques, je vous recommande d'aller vérifier, d'aller lire la recommandation ou en tout cas les questions-réponses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment des éléments très très attendus de ce point de vue-là, hein. Donc, que ce soit au niveau du stockage, ça c'est évident, ça n'a pas tellement changé parce que le stockage était déjà, on demandait de ne pas stocker en clair, puisqu'il y avait déjà eu des sanctions de ce point de vue-là. Voilà, sur c'est les principales évolutions, hein, sur cette nouvelle recommandation. Donc, on voit bien que la modification aujourd'hui essentielle, c'est qu'on passe d'un premier cas qui était peut-être plus simple d'utilisation et plus simple de lecture, plus facilement lisible parce qu'on avait des règles, voilà, c'est 8, c'est 12, c'est 16, c'est 5 avec, ça plus ça. Aujourd'hui, on a une notion, un caractère d'entropie, on doit mesurer le niveau de robustesse par rapport à son entropie. Bon, c'est à mon avis quelque chose qu'il faut arriver maintenant à systématiser dans le cadre d'une politique de mot de passe. Ça oblige aussi à se poser les bonnes questions et maintenant et aussi à documenter ces éléments-là. Ça va toujours dans le sens même du RGPD et de cette obligation de documenter tout ce que l'on fait, de se poser toujours les questions sur ces éléments-là. Donc, il n'y a pas de définition universelle. C'est important d'avoir une bonne gouvernance. Et donc, n'oubliez pas que c'est en tant qu'organisme que vous soyez responsable de traitement, mais également sous-traitant, hein, donc pour le compte de vos clients, que vous devez mettre en place l'ensemble de ces éléments-là. Alors, avant de passer aux questions que je vois, je vous rappelle juste qu'effectivement, Dastra le petit coup de pub pour vous rappeler qu'effectivement, c'est une plateforme qui permet aussi de gérer justement toute cette gouvernance à travers des modes, des politiques, à travers aussi la déclinaison de ces éléments-là, la violation de données, la notification des violations de données. On vous a mis quelques liens ici intéressants, notamment sur la recommandation de l'ANSSI, la réclamation des mots de passe, la délibération aussi donc de la CNIL en question. Et ce que je vous propose maintenant, si ça te va Mathieu, de passer peut-être à des questions. On peut, les prendre, pendant les temps qui nous restent. Alors, Alors je vas-y. en revenant techniquement sur le hachage, une fonction de hachage, c'est un outil informatique, un algorithme, qui va prendre le mot de passe en entrée, qui va lui calculer une empreinte permettant d'identifier rapidement ce mot de passe. C'est-à-dire, quand on va, taper le mot de passe la première fois, il y aura une empreinte correspondante qui va être calculée et les fois suivantes où on va taper le mot de passe, le serveur, lui, pour vérifier que c'est le bon mot de passe, il va refaire la même fonction de hachage, il va comparer les 2 empreintes. Si c'est la même empreinte, il va nous donner l'accès. Et donc, il y a toute un pan de la cryptologie, donc de l'étude du chiffrement, la science du chiffrement, qui justement essaye, à partir de certaines fonctions de hachage classiques, de revenir en arrière en disant, voilà, on a une empreinte, comment est-ce qu'on peut retrouver l'information initiale? Donc, et c'est pour cette raison que, bien souvent, on est obligé de faire évoluer les protocoles de chiffrement en disant, ces chiffrements aujourd'hui, ces algorithmes ne sont plus, robustes, parce qu'on a trouvé des parades. Et donc pour justement éviter ce type de parade, on va rajouter un aléa, donc une valeur aléatoire en plus de l'empreinte, et cette valeur aléatoire, elle est spécifique à la fonction, donc elle n'est pas générique. Et c'est ce qu'on appelle le sel. On va saupoudrer notre fonction de hachage d'un petit peu de sel qui va rajouter un aléa, ce qui fait que l'empreinte qui sera générée, elle ne pourra pas être recalculée par une fonction de hachage classique toute seule. Et ouais, c'est pour ça qu'on dit c'est vraiment du sel comme du sel, du salage, du mot le salé. Effectivement, c'est vraiment on va mettre des grains de sel pour pouvoir mettre de l'aléa. D'autres questions qui se portent plus spécifiquement sur le SSO. Quid de l'usage du SSO au détriment des multiples mots de passe sur les applications métiers? Pour combler le risque, d'un mot de passe unique vers SSO, une double application, serait-elle obligatoire selon vous? Alors, pour le SSO, je vous rappelle que le SSO, c'est une authentification unique, donc qui permet notamment de faire office de délégation, finalement, d'authentification dans de multiples outils. Voilà, par exemple, dans Dastra, on peut se connecter en SSO avec donc les identifiants qu'on utilisera. Ça peut être les identifiants qu'on utilise pour se connecter, donc à son mail, pour se connecter à son système d'exploitation.
Donc qui serait utilisé dans les entreprises. Mmh. la CNIL rappelle bien que le mot de passe en soi, c'est très pratique, mais bien souvent, c'est pas suffisant et donc elle va préconiser une authentification à double facteur, c'est-à-dire au moins 2 modalités entre ce que je connais, type le mot de passe, ce que je possède, l'ordinateur professionnel, la carte, professionnelle qu'on va insérer dans l'ordinateur ou une clé USB spécifique qu'on va insérer dans l'ordinateur ou une validation par le smartphone, qui est un objet autonome que je possède également. Et également la troisième modalité, ça va être la biométrie, ce que je suis. Et la CNIL va dire il faut une authentification à double facteur, donc deux modalités parmi ces trois-là, est beaucoup plus robuste que l'usage d'un simple mot de passe. Alors, la sur la question du risque, finalement, est-ce que le fait d'utiliser du SSO, eh bien, de facto, on va avoir un risque qui nécessiterait cette double authentification? Eh bien, moi, je dirais que tout dépend du contexte. Le SSO, ça dépend aussi des applications auxquelles on a accès. Vous voyez, ça va vraiment dépendre. Dans les politiques de SSO, on peut aussi déterminer des SSO pour accéder à des applications qui vont toujours peut-être couvrir moins d'applications. Là, il n'y a pas de réponse toute faite. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation spécifique pour les mots de passe, dans le cadre du SSO qui doivent être donc avec une double authentification, comme l'a rappelé Mathieu. C'est vraiment une recommandation aussi poussée par l'ANSSI, dans tous les cas, d'avoir cette double authentification. Il n'est pas exclu que à l'avenir, la recommandation évolue et que ça devienne une obligation dans le cadre donc de ces, connexions, de ces identifiants mutualisés, donc pour accéder à plusieurs types d'applications. Encore une fois, c'est vraiment aussi dans votre politique de mot de passe, cette gestion du risque que vous allez apprécier par rapport aux applicatifs qui sont, ouverts à travers les connexions SSO. Alors, autre question sur les notifications qui sont obligatoires pour les violations concernant les mots de passe. C'est seulement pour le cas des mots de passe ou général pour tout type de violation? Non, là-dessus, la règle n'a pas changé. La recommandation ne concerne que les mots de passe. Donc, c'est juste qu'aujourd'hui, la CNIL apporte, un éclairage, plus facile, on va dire, pour savoir quand est-ce que je dois notifier. La question quand on des notifications des violations, c'est qu'on doit toujours se poser la question, est-ce que la violation de données auquel je fais face, est-ce que elle quel est le niveau de risque qu'elle présente par rapport aux personnes concernées? Soit il y a un risque négligeable, soit il y a un risque avéré, soit il y a un risque élevé et en fonction des cas, eh bien, on doit ou non notifier puis communiquer aux personnes concernées. Dans ce cas-là, la CNIL nous dit simplement que si jamais ça concerne un mot de passe, vous êtes automatiquement dans le curseur risque avéré, donc notification à la CNIL. Voilà. Elle ne dit pas plus et ça concerne surtout que les mots de passe. Très bien. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de vous arrêter là. Vous pouvez, nous contacter s'il y a besoin pour en savoir plus, que ce soit par Dastra ou en tout cas Mathieu. Vous avez, donc, nos coordonnées qui étaient, donc, dans la présentation. Et puis si voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous souhaite donc un bon appétit et donc à très bientôt. Merci d'avoir participé à cette présentation. Merci beaucoup Merci Mathieu Jérôme, merci à vous. de ton Très bonne fin de intervention. journée. Merci.